しのいでほしい。ショートコーナー切り返すか、中ラストパスを送る、ヘディングシュート、決まった。Considérée à juste titre par beaucoup de supporters comme étant la plus sombre soirée de l'histoire du football nippon, la tragédie de Doha fut un point de bascule dans la progression des Samurai Blue, jusque-là transparents sur la scène internationale. Pour quelques secondes seulement, des Japonais inexpérimentés à un tel niveau de compétition échouent à valider leur ticket pour le mondial 94. Un scénario faisant écho à un autre rendez-vous manqué, datant d'un triste soir de novembre 93. Un échec cuisant qui aura pour effet de révéler à merveille la mentalité japonaise et son état d'esprit unique, son Yamato Damashi. L'échec et la résilience font partie intégrante de la culture nippone. Non pas le déshonneur et l'abandon, mais la capacité à apprendre de ses erreurs et à se relever, quitte à tout reconstruire. La géographie atypique de cet état insulaire et son exposition aux catastrophes naturelles obligea la population nippone à s'adapter à cet environnement apaisant, mais hostile. Elle influença la mythologie et la culture nippone au travers de ses héros pour la plupart protagonistes de tragiques épopées, se terminant par un échec honorable ou un sacrifice. Citons par exemple le mythe de Yakeru Yamato, la légende des 47 Ronin, ou même le sacrifice de Goku face à Cell. La tragédie de Doha n'est que la transposition de ces récits et légendes au temps moderne. Autrefois samouraïs, aujourd'hui footballeurs, ayant troqué leur sabre pour une banale sphère, ces héros des temps modernes font partie intégrante d'une sélection à laquelle s'identifie toute une nation et dont la défaite eut un impact considérable sur la société nippone. La leçon ayant été retenue, la résilience étant de mise, on s'attend alors à une revanche 4 ans plus tard pour le compte des qualifications au mondial 98. Mais le Japon, habitué à surprendre et également à se complexifier la tâche, va pour atteindre cet objectif emprunter un chemin tortueux et semé d'embûches. Une route qui les mènera jusqu'à un barrage continental disputé en Malaisie face à l'Iran le 16 novembre 97. Une soirée inoubliable au pays du soleil levant, car 4 ans après la tragédie de Doha, succéda la joie de Johor Bahru. Le 31 mai 1996, la FIFA annonce que le Japon et la Corée du Sud accueilleront conjointement l'édition 2002 de la Coupe du Monde. Un choix surprenant au vu des relations historiques et diplomatiques complexes entre ces deux nations, mais qui répond à des enjeux politiques, et ce au terme d'une procédure de vote inhabituelle. Qu'importe, le Japon co-organisera la plus grande compétition sportive de l'année 2002 et valide par la même occasion son premier billet pour une Coupe du Monde, faisant ainsi du pays du soleil levant la première nation hôte à découvrir un mondial, sans être parvenu lors d'éditions précédentes à se qualifier. Un inédit peu glorieux incitant la fédération nippone à faire pression sur les joueurs afin que ces derniers réussissent à se qualifier pour le mondial 98 dans le but d'éviter cet affront et d'engranger une expérience manquant cruellement à cette sélection. Pourtant, depuis la triste tragédie d'octobre 93, le football nippon n'a cessé d'affirmer ses ambitions en multipliant les investissements et les projets à long terme, dont le projet de 100 ans visant à faire du Japon un géant du football mondial en complétant toute une série d'objectifs. La J-League, fondée en 93, permit à cette nation insulaire de gagner en visibilité sur le plan footballistique, mais aussi de se professionnaliser à tous les étages. Bien que sa popularité fléchisse légèrement à partir de 96, elle offre aux joueurs de la sélection nippone la possibilité de se confronter à de nombreuses vedettes, notamment brésiliennes, venues apporter leur expérience. Les U20 parvinrent de leur côté à se qualifier pour la première fois de leur histoire au championnat du monde junior, se disputant en 95 au Qatar, comme un signe du destin, ainsi qu'en 97, et rallièrent dans les deux cas les quarts de finale. La sélection olympique se qualifia quant à elle pour les Jeux olympiques d'Atlanta, soit une première depuis 1968, et battit notamment le Brésil de Ronaldo et Bebeto. En ce qui concerne la sélection A, le bilan est plus contrasté. À la suite de la tragique rencontre face à l'Irak, l'entraîneur Hans Hooft est irrémédiablement écarté et c'est le Brésilien Falcao qui prend sa place sur le banc des Samurai Blue. Son aventure tourna à la débandade avec une incapacité à s'adapter à la culture nippone et à construire un collectif homogène. Licencié au bout d'un an, il laisse alors sa place à Chukamo, juste avant la Coupe des Confédérations 95, à cette époque dénommée Coupe du Roi Fad, le Japon étant invité à cette compétition en tant que tenante en titre de la Coupe d'Asie. Le timing est mauvais, la sélection est en ruine, et résultat des courses, le pays du soleil levant se fait piteusement éliminer au premier tour, après 3 cuisantes défaites et un niveau de jeu affligeant. Les incertitudes se poursuivront avec une élimination dès les quarts de finale lors de la Coupe d'Asie 96 face à une modeste formation du Koweït.
Le sélectionneur Shu Kamo, réputé intimidant malgré une profonde affection pour ses joueurs et une certaine indulgence satisfaisant les égos de ses protégés, réussit néanmoins à reconstruire un collectif en s'appuyant sur un vivier considérable de jeunes talents, la professionnalisation du football nippon ayant permis l'émergence d'une génération faisant pâlir l'ensemble des autres sélections asiatiques. Sur le plan tactique, Shu Kamo souhaite à l'inverse de ses prédécesseurs défendre en avançant. Il est le premier entraîneur à mettre en place le pressing en zone, généralement en zone médiane mais parfois haute, efficace en raison du volume de jeu de ses milieux de terrain et de leur générosité. Le vieillissement de certains cadres tels que Rui Ramos ou Tetsuji Hashiratani est compensé par l'arrivée de jeunes joueurs prometteurs, à l'image du solide rock défensif Yutaka Akita ou de l'explosif piston Naoki Soma. Avant de débuter leur campagne de qualification pour le Mondial 98, les Nippons se rassurent en remportant la Coupe Kirin en 96 et 97, soit un tournoi amical entre le pays du soleil levant et des sélections étrangères, avec notamment des succès de prestige acquis face à la Yougoslavie, le Mexique ou la Croatie. La patte Kamo se fait sentir, le collectif nippon semble être retrouvé, reste à confirmer ses bonnes impressions. Le passage à 32 équipes pour ce mondial 98 permet au continent asiatique d'envoyer non plus 2 représentants, mais 3 voire 4, sachant qu'un barrage intercontinental sera disputé entre une sélection de l'AFC et de l'OFC. Les qualifications s'effectuent alors en 2 phases. La première voit 36 équipes être réparties dans des poules de 3 ou 4, avec un format classique de confrontation aller-retour. Seuls les vainqueurs de groupe accèdent au second tour, lequel comprend 10 formations réparties en 2 poules de 5, tout en conservant le même système en matière de confrontation. Pour assurer ces qualifications, il faudra nécessairement terminer premier de son groupe, tandis que les seconds disputeront un barrage en un match unique sur terrain neutre, permettant au vainqueur de valider son billet pour France 98 et au perdant de disputer un ultime barrage, intercontinental cette fois-ci, face à un représentant de l'OFC. Pour ce premier tour, le Japon hérite d'un groupe abordable composé du Népal, de Macao et d'Oman. Le Japon remporte aisément ses 5 premiers matchs, ce qui lui qualifie mathématiquement pour le second tour, avec notamment 20 buts inscrits face à Macao sur l'ensemble de la double confrontation. A noter également les premières apparitions de 2 jeunes joueurs qui s'imposèrent rapidement comme des cadres inamovibles, soit le gardien Yoshikatsu Kawaguchi et le milieu créatif Hidetoshi Nakata, considéré comme le grand espoir du football nippon. Malgré un nul un partout sur la dernière rencontre, les Samurai Blue peuvent désormais se concentrer sur le second tour. Un second tour qui voit le Japon hériter d'un groupe relevé avec la présence de la Corée du Sud, habituée au mondial depuis 86, mais également des Émirats Arabes Unis, finalistes de la dernière Coupe d'Asie, ainsi que de l'Ouzbékistan et du Kazakhstan, qui rejoindra l'UEFA en 2002. Les matchs se disputent en format aller-retour entre début septembre et novembre. La formation de Shu Kamo privilégiera durant ce second tour un dispositif à 3 défenseurs, évoluant dans un bloc très axial et médian, avec un pressing constant sur le porteur de balle. La première rencontre face à l'Ouzbékistan symbolise les forces et faiblesses de la formation, soit sa capacité à se créer de très nombreuses occasions par l'intermédiaire d'un jeu en une touche de balle, mais aussi ses lacunes en matière de finition, avec de nombreux ratés. Sur le plan défensif, des fautes individuelles, des erreurs de placement et une mauvaise gestion de la profondeur affichent les limites d'une formation qui l'emporte finalement sur le score fleuve de 6-3. Seulement, ces lacunes persisteront lors des matchs suivants face à des adversaires plus huppés et le Japon va s'enfoncer dans une crise de résultats et de performances médiocres. Incapable de l'emporter face aux Émirats, les Japonais s'inclinent face à la Corée du Sud malgré un superbe but du milieu Yamaguchi. Une défaite qu'assume Shu Kamo, lequel effectua des choix ultra défensifs non récompensés en cours de match en raison de l'absence d'automatisme de cette équipe au sein d'un dispositif expérimental. Face au Kazakhstan, les Nippons se font égaliser à la dernière minute, un résultat fatal à Kamo, lequel est licencié dans l'immédiat. Son adjoint Takeshi Okada prend alors sa place. À 41 ans, cet ancien joueur et consultant pour la télévision japonaise conserve les principes de jeu établis par Shu Kamo tout en modifiant le dispositif de la sélection, puisque les Nippons évoluent désormais en 4-4-2. Mais les résultats ne s'améliorent toujours pas et les Nippons concèdent le nul face à l'Ouzbékistan et les Émirats. Au terme de leur 6e rencontre, les Japonais ne possèdent que 7 points et sont dans l'obligation de remporter leurs 2 derniers matchs s'ils veulent rester dans la course pour la 2e place, la Corée du Sud étant assurée de terminer première de son groupe et par conséquent qualifiée pour le mondial 98.
Le bus des Samurai Blue se fera d'ailleurs attaquer par certains supporters japonais à l'issue du match nul face aux Émirats, irritant au passage Kazuyoshi Miura, attaquant vedette de cette formation, lequel voulut en découdre avec ces derniers, bien qu'il fût maîtrisé par ses coéquipiers. Ce même Kazu, adulé par le pays en raison de ses exploits passés, n'est plus en odeur de sainteté au sein du vestiaire. Malgré 14 réalisations inscrites depuis le début des qualifications, ce dernier ne scora plus un seul but depuis la victoire fleuve face à l'Ouzbékistan et son individualisme s'oppose drastiquement au désir de son entraîneur et aux souhaits de ses coéquipiers à l'instar du jeune Nakata, lequel prend du galon au sein de cette équipe en s'affirmant peu à peu comme le taulier du milieu de terrain. Ce dernier, à l'instar des autres jeunes de la sélection tels que le portier Kawaguchi, vont alors insuffler une nouvelle dynamique en élevant drastiquement leur niveau de jeu, leur capacité à supporter la pression étant un avantage qui plus est pour une formation abandonnée en partie par le grand public car peu de monde ne croit à un comeback des Nippons. Les Samurai Blue sont dos au mur, mais comme en 93, c'est face à la Corée du Sud que ces derniers vont entretenir l'espoir. Une victoire de prestige face aux voisins sud-coréens permet de repasser devant les Émirats, lesquels ne parviennent pas à prendre le dessus contre l'Ouzbékistan. Les Japonais confirment ensuite face au Kazakhstan suite à un récital offensif qui verra le Japon l'emporter 5-1 malgré une nouvelle fois de très nombreuses occasions gâchées. Deuxième de leur groupe, les Samurai Blue sont autorisés à disputer un match de barrage face à l'Iran qui s'effondra lors de ses 3 dernières rencontres pour terminer juste derrière l'Arabie Saoudite dans l'autre groupe. Le match se dispute alors le 16 novembre, soit une semaine seulement après les dernières rencontres disputées par ces deux équipes. Le lieu de cette partie fut sujet à débat, mais les fédérations nippones et iraniennes se mirent d'accord sur un pays, la Malaisie. Le stade de la capitale étant indisponible en raison de la Coupe de Malaisie, c'est à Johor Bahru, ville située au sud de la péninsule malaisienne, que se disputera cette partie. La sélection iranienne mettra plus de 36 heures à atteindre cette destination en raison de divers problèmes, et ces derniers arrivent exténués à quelques jours seulement de cette partie. Côté japonais, c'est l'enchaînement des matchs qui se fait ressentir, sachant que les Samurai Blue disputeront là leur 22e confrontation de l'année. FIFA World Cup 98 Asian Qualifying Final Round 第3代表決定戦日本イランこの11人の11両肩に日本のサッカー界のこれからがかかっています。À quelques minutes du coup d'envoi, le stade Larkin de Johor Bahru, comprenant environ 22 000 places, est déjà plein et est acquis à la cause des Nippons. Techniquement, les Samurai Blue sont supérieurs à leur adversaire mais risquent de peiner dans l'impact physique face à une formation rugueuse. Toujours dans ce schéma en 4-4-2, on retrouve dans les buts Yoshigatsu Kawaguchi, portier feu follet excellent relanceur et jusque-là régulier dans ses prestations. En défense centrale, le capitaine inamovible Masami Ihara, rescapé de la tragédie de Doha, est le patron de la défense et se démarque par son sens de l'anticipation et sa science de placement. Il est associé au solid rock Yutaka Akita, stopper très efficace dans les 1 contre 1 et dans le jeu aérien. Ce dernier évolue au Kashima Antlers, à l'image des latéraux Naoki Soma et Akira Narahashi. Le premier est un latéral très offensif, délaissant parfois ses tâches défensives afin d'apporter du surnombre sur le couloir gauche, expliquant ainsi la prépondérance de buts venant d'actions construites sur l'aile gauche. Narahashi, quant à lui, vient solidifier l'assise défensive, bien qu'il puisse également venir apporter du soutien sur des attaques placées. Au milieu de terrain, on retrouve initialement sur les côtés Tsuyoshi Kitazawa et Hidetoshi Nakata, le premier dans un rôle de soutien puisqu'il couvre les montées de Narahashi et les décrochages de ces deux attaquants, bien qu'il n'hésite pas à se projeter malgré de très grosses lacunes techniques, le second dans un rôle de milieu créatif excentré qui n'hésite pas à dézonner en phase offensive. Nakata est alors l'étoile montante du football nippon et sa science du jeu ainsi que sa franchise détonnent par rapport à ses coéquipiers. Malgré ses 20 ans, celui-ci se comporte déjà comme un leader et semble parti pour devenir le patron de cette formation. Les positions excentrées sont alors initiales car ces derniers vont régulièrement permuter avec leurs voisins du cœur du jeu, à savoir la paire Motohiro Yamaguchi, Hiroshi Nanami. Si le premier évolue dans un rôle de récupérateur, le second évolue en tant que relayeur, même si ce dernier permutera régulièrement avec Nakata. En attaque, ce sont deux autres rescapés de Doha qui sont associés. Le finisseur Masashi Nakayama fait son grand retour après 2 années d'absence en sélection et est soutenu par la légende Kazuyoshi Miura, dribbleur n'hésitant pas à décrocher pour soutenir ses partenaires, même s'il n'hésite pas à prendre sa chance, quitte à faire preuve d'un peu d'égoïsme.
Son inefficacité depuis quelques matchs inquiète néanmoins les suiveurs, mais cette rencontre devrait lui permettre de retrouver la lumière des projecteurs. Sur le banc, le sélectionneur Okada fait principalement confiance à 2 joueurs, à savoir Wagner Lopez et Masayuki Okano. Le premier, naturalisé juste avant la première confrontation face à la Corée du Sud lors du second tour des qualifications, fut le facteur X de cette sélection en scorant plusieurs réalisations décisives dans la course à la seconde place. Très technique et efficace face au but, il doit néanmoins débuter sur le banc pour 2 raisons. Victime d'une fièvre juste après le match face au Kazakhstan, il perdit près de 5 kilos et dut se reposer. Mais surtout, sa mère décéda d'un cancer 4 jours avant ce match, l'autorisant ainsi à quitter provisoirement le groupe. Quant au buteur Okano, celui-ci est considéré comme l'arme secrète d'Okada, bien qu'il n'offrit aucune garantie en raison de ses médiocres prestations sous le maillot des Samurai Blue jusque-là. En face, les Iraniens optent pour un 3-4-3. L'absence du chef d'orchestre et meilleur buteur des qualifications Karim Bagheri pousse le sélectionneur Valder Vieira à modifier son dispositif, soit habituellement un 3-5-2. Ce changement fut opéré afin de limiter les montées de Naoki Soma, avec la présence sur l'aile droite de Mehdi Madavikia, chargé de marquer individuellement son vis-à-vis. On retrouve en attaque le redoutable et légendaire finisseur Ali Day, ainsi que l'explosif ailier Rodadad Azizi, diminué suite à une blessure à l'entraînement. La défense est compacte avec la présence des rugueux Rakpour et Zarinche, tandis que l'on retrouve notamment au cœur du jeu le polyvalent Estili. L'arbitre espagnol Manuel Diaz Vega se charge de la rencontre, il est 20h, le climat est chaud et humide, l'ambiance chaleureuse, le coup d'envoi de la partie est donné. C'est une opposition de style qui s'affronte ce soir-là entre les deux formations les plus prolifiques des qualifications. D'entrée de jeu, les Japonais sont fidèles à leur stratégie, soit un bloc axial, médian, avec un pressing constant sur le porteur de balle et un positionnement très haut de Naoki Soma, qui dès la première minute provoque un CSC refusé en raison d'une position de hors-jeu de Kazuyoshi Miura. Les 10 premières minutes voient le Japon remporter la bataille du milieu de terrain, qui se crée ainsi plusieurs occasions. La défense nippone se fait une première frayeur à la 10e minute sur une sortie ratée de Kawaguchi qui profite à Azizi, lequel se fait reprendre de justesse par Narahashi. La rencontre tarde à s'emballer, les Japonais ne parviennent pas à se procurer de véritables occasions et la Team Melli multiplie les fautes en pratiquant un jeu rugueux. Les Perses se procureront 2 occasions dangereuses durant cette première période sans parvenir à trouver l'ouverture. Et cette ouverture, ce sont les hommes d'Okada qui la trouvent après une passe millimétrée de Nakata servant Nakayama, lequel bénéficie d'un peu de réussite. Profitant d'un mauvais alignement défensif iranien, les Japonais ouvrent la marque à la 40e minute. Un score préservé à la mi-temps, sachant qu'aucun changement ne fut effectué durant l'entracte. Seulement, les Iraniens reviennent avec un état d'esprit conquérant et 30 secondes après le coup d'envoi, la formation perse égalise suite à une erreur d'Ihara. La formation nippone réagit immédiatement, mais vendange 3 occasions en l'espace de 2 minutes. À la 52e minute de jeu, un fait de jeu anodin va se produire. Suite à une faute obtenue par Nakata dans les 25 mètres, celui-ci, tireur habituel de coups francs, voit son coéquipier King Kazu lui subtiliser le ballon, sachant que des consignes avaient été données au préalable. Kazuyoshi Miura manque totalement sa frappe, et cette action, symbolisant une nouvelle fois l'égoïsme de Kazu, aura un impact considérable sur la suite de la rencontre et de sa carrière. Peu avant l'heure de jeu, les Iraniens se projettent en contre et bénéficient d'une touche. Le piston droit Zarinche est remis à l'ailier Madavikia, lequel centre au second poteau. Ali Day prend le dessus sur Akita et Narahashi et assomme une formation nippone qui n'a plus qu'une demi-heure pour réagir. La rencontre se tend un peu plus et un coup de tonnerre va avoir lieu à la 63e minute. Okada fait entrer les attaquants Shojijo et Wagner Lopez en lieu et place de Nakayama et à la surprise générale de Kazuyoshi Miura. Lui-même semble surpris par cette décision audacieuse du sélectionneur Okada, mais ses approximations techniques et son individualisme, notamment sur ce coup franc, eurent raison de lui.
Okada effectue là un choix risqué car au pays du soleil levant, on ne peut s'attaquer à cette idole des temps modernes. Le Japon multiplie dès lors les longues séquences de possession en se procurant quelques occasions face à une formation iranienne reculant dangereusement. Il ne reste plus qu'un quart d'heure de jeu. Sur une récupération du milieu de terrain, Nanami sert Nakata sur l'aile gauche, lequel prend son temps avant de distiller un caviar au point de pénalty. Coaching gagnant pour Okada puisque Shojijo égalise d'une tête placée que ne peut arrêter le portier Abedzadeh. Ce même portier va d'ailleurs légèrement se blesser quelques minutes plus tard en raison d'un faux mouvement au genou. Les samouraïs saisissent alors leur chance mais ne parviennent pas à tromper Abedzadeh. Ono est tout proche d'envoyer le Japon au 7e ciel, mais la barre transversale sauve la team Meli. Le score ne bouge pas à l'issue du temps réglementaire, place alors aux prolongations. La règle du but en or est en vigueur dans ce match décisif, une règle que l'on retrouvera lors du mondial 98. Okada utilise alors son va-tout offensif, son arme secrète comme il aime à le rappeler. Une flèche dénommée Masayuki Okano, joueur le plus rapide du Japon, courant le 100 mètres en moins de 11 secondes, capable de percer une défense iranienne exténuée. Seulement cet Okano ne possède pas vraiment d'autres qualités et cela va rapidement se ressentir dès l'entame de cette prolongation. Le festival Okano débute avec un déboulé sur l'aile droite, se concluant par un face-à-face mal négocié. On enchaîne ensuite avec une nouvelle percée en contre. Une nouvelle fois servi par l'omniprésent Nakata, Okano hésite en raison de ses faibles qualités de finisseur et veut la redonner, mais un chouïa trop tard. On termine avec une splendide glissade sur un ballon relâché qui termine dans les gradins. Celui-ci cherche d'ailleurs le regard de son coach Okada afin d'être réconforté, en vain. Nakata est également courroucé, qui plus est car le Japon se créa bien d'autres occasions en cette première mi-temps de prolongation, sans parvenir à faire la différence. La seconde période part sur les mêmes bases. Le Japon confisque le ballon et campe dans la moitié de terrain iranienne. Le portier Abedzadeh se blesse à nouveau, cette fois-ci plus gravement au bras, à la 100e minute, mais ne peut être remplacé car tous les changements ont déjà été effectués. Les minutes semblent être comptées côté iranien. Seulement le Japon aime se complexifier la tâche et à la 118e minute, l'Iran parvient enfin à se projeter vers les 30 mètres adverses avec une percée sur l'aile droite de Mansourian qui centre au point de pénalty. Pour quelques centimètres seulement et à 2 minutes de la fin des prolongations, Ali Day rate le cadre et le Japon est encore dans la course alors qu'elle dominait largement les débats. Les démons de Doha semblent s'être dissipés. Il ne reste plus qu'une poignée de secondes à jouer, Nakata hérite d'un ballon au milieu de terrain. Sachant pertinemment qu'Abedzadeh n'est plus à 100% de ses capacités, ce dernier se crée un angle de tir, arme et frappe. Héroïque, le portier iranien parvient à repousser le ballon du bout des gants. Mais au second poteau, un samouraï surgit et de façon peu académique, tacle ce ballon vers le but vide. Son nom, Masayuki Okano. Héros inattendu d'une rencontre au dénouement épique, Okano libère toute une équipe, tout un stade, tout un pays, lavant ainsi l'affront de Doha et d'un potentiel inédit peu glorieux, celui d'être la première formation à accueillir un mondial sans avoir déjà réussi à se qualifier pour une édition antérieure. 4 ans après la tragédie, place désormais à l'épopée. Le pays du soleil levant fera partie du contingent asiatique se rendant en France, et malgré ses divisions internes, quelques brouilles avec le public et une habilité à se mettre des bâtons dans les roues dans des situations confortables, les samouraïs bleus ont rempli leur mission et entrèrent dans la légende. On avait rarement assisté à une telle profusion de Hinomaru depuis la Seconde Guerre mondiale, preuve de l'impact grandissant du ballon rond sur cette nation insulaire. Si Okano reste le héros de cette rencontre, c'est bien Takeshi Okada qui est honoré par les suiveurs, en raison de son coaching payant et de sa capacité à remobiliser une formation alors en délicatesse, même si de nombreuses sources internes confirment qu'Okada fut en grande difficulté quand il s'agissait d'imposer de la discipline dans cet effectif. Nakata s'affirma suite à cette rencontre comme le patron de cette formation, et sa nomination dans le match de gala opposant les meilleurs joueurs d'Europe face à ceux du monde juste avant le tirage au sort du Mondial 98
lui permet de gagner un peu plus de visibilité à échelle internationale. Le grand perdant est évidemment Kazuyoshi Miura, lequel perdra peu à peu de son influence au sein de cette équipe, même si sa cote de popularité restera importante. Il sera à quelques jours du mondial écarté de la pré-liste effectuée par Okada, ce qui provoquera un véritable tollé national, bien que les justifications soient compréhensibles. Malgré un optimisme régnant au sein du pays du soleil levant, les spécialistes doutent que le Japon puisse franchir le premier tour. Dans un groupe composé de l'Argentine, de la Croatie et de la Jamaïque, les Nippons firent honneur à leur réputation en réalisant de belles prestations face à l'Albi Céleste et la sélection à damier, ne s'inclinant que par un but d'écart à chaque reprise. La donne fut différente face à la Jamaïque avec une défaite 2-1 au terme d'une prestation décevante. Qu'importe, le Japon eut l'honneur de disputer son premier mondial et gagna en expérience avant d'entamer son marathon pour 2002. Plus d'un quart de siècle après cette rencontre épique, le bilan est fastidieux côté nippon. Les Japonais n'ont pas manqué le moindre mondial au cours du XXIe siècle et ont atteint les huitièmes de finale de la compétition à 4 reprises, réalisant quelques exploits aujourd'hui ancrés dans les mémoires collectives, non pas seulement du peuple nippon, mais également de tous les amoureux du ballon rond. À échelle continentale, le pays du soleil levant s'est imposé comme la référence footballistique, avec notamment 4 victoires en Coupe d'Asie depuis 92 et un championnat compétitif. Les héros de Johor Bahru ont ainsi montré la voie du succès, permettant à toute une nation de dépasser ses complexes et de renouer avec le succès, un succès qui en appelle d'autres.